Salut à tous, c'est Théophile du blog GérerSesFinances.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais qu'on parle un petit peu de comment investir en bourse en fonction des cycles économiques. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur 2-3 éléments. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter quelques outils pour investir en fonction des cycles économiques, notamment sur des actions. Et il s'agit de connaissances que j'ai acquises au cours de ma formation, de lecture, de cours à l'université, etc. Je voudrais rappeler quelque chose de très important à mes yeux, c'est qu'en bourse, il n'y a pas de martingale et qu'aucune stratégie ne peut fonctionner à coup sûr. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme nous le rappelle fréquemment l'autorité des marchés financiers. Enfin, je voudrais dire que les éléments présentés ici ne doivent en aucune manière être considérés comme des recommandations, et il en va de même pour les exemples présentés. Voilà, c'est pas parce que par exemple dans un exemple, je vais parler d'investir sur l'Inde ou le Brésil ou je ne sais quel pays qu'il faudra considérer que c'est une bonne chose. Voilà, utilisez ces outils pour vous accompagner dans votre analyse, mais ne les suivez pas aveuglément. Voilà, c'est exactement la phrase suivante où je dis que voilà, l'économie et la bourse sont des écoles de la modestie et ne sont pas des sciences exactes. Donc ne vous contentez jamais de suivre des conseils aveuglément. Soyez curieux, cherchez à comprendre en permanence les mécanismes de ce monde complexe, mais qui est également très passionnant. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec un petit peu de théorie économique. Donc, ce que semble nous indiquer l'histoire, c'est que l'économie est cyclique, avec des hauts et des bas. Je reprendrai une citation de Albert Aftalion, qui est un économiste de l'entre-deux-guerres français, et qui disait « La vie économique ressemble à une pièce qui contient un poêle à charbon. Ayant froid, l'occupant de la pièce allume le poêle et le bourre de plus en plus tant qu'il n'a pas assez chaud. Mais lorsque tout le charbon est enflammé, il fait trop chaud. L'occupant cesse alors d'alimenter le poêle jusqu'à ce qu'il ait de nouveau froid. Mais alors, il aura froid pendant un certain temps, et ainsi de suite. » Voilà, donc en fait, le cycle économique, c'est une fluctuation de la croissance qui se décompose traditionnellement en 4 phases. Donc la phase d'expansion, la crise, la récession, puis la reprise, pour ensuite recommencer avec une nouvelle phase d'expansion, et ainsi de suite. Donc c'est bien illustré sur ce graphique-là qui vient de la F2IC, qui est la Fédération des investisseurs particuliers. Enfin, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais peu importe. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'observation de l'histoire nous indique également qu'il y a plusieurs types de cycles économiques qui vont différer en fonction de leur cause et de leur durée. Moi, j'en ai retenu principalement 3. Donc, le premier, c'est le plus court. C'est ce qu'on appelle le cycle Kitchin, puisqu'il a été introduit par l'économiste Kitchin. C'est un cycle qui va durer 3 à 4 ans, qu'on appelle aussi cycle des stocks, qui consiste en fait à une alternance de phases de surstock et de surstock. Puisqu'en fait, lorsque les agents économiques et les entreprises vont être optimistes, elles vont avoir tendance à faire beaucoup de stocks et finalement elles vont en faire trop par excès d'optimisme, ce qui fait ensuite que elles vont déstocker et par excès de pessimisme, elles vont se retrouver à un moment donné à court de stock et c'est ça finalement qui va faire fluctuer l'économie sur ces phases de 3 à 4 ans. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cycles Juglar, donc ce qui provient de l'économiste français Clément Juglar. Donc là, on est sur des cycles un petit peu plus longs, qu'on appelle également cycle des affaires ou business cycle en anglais. Là, c'est un cycle qui provient d'une hausse des investissements, qui va permettre un accroissement de la production pour répondre à une hausse de la demande. Et ensuite, les investissements vont avoir tendance à être faits en excès, et il va y avoir une purge du système, les investissements vont baisser, et c'est un cycle qui est assez lié finalement à l'environnement de crédit, donc par exemple le niveau des taux, puisque le fait d'avoir des facilités de crédit et des taux d'intérêt qui sont bas permet de réaliser plus facilement des investissements pour les entreprises. Et du coup, dès que l'environnement de crédit va se contracter, ça va avoir tendance à freiner un petit peu ces investissements et à purger l'économie. Donc ça, c'est un cycle qui dure en gros une dizaine d'années. Donc là, on voit sur le graphique que j'ai réalisé, où j'ai retenu les variations en points de pourcentage de la croissance aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a des cycles qui durent 2 à 4 ans
Et ensuite, si on regarde cette même variation de croissance, mais à une échelle de 5 ans à chaque fois, on voit également qu'il y a des cycles qui sont plus longs et qu'il y a effectivement des cycles dans les cycles. Ensuite, on a le cycle de Kondratiev qui dure, on va dire, une cinquantaine d'années, entre 40 et 60 ans, qu'on appelle aussi cycle de longue durée, ou long wave en anglais, ce qui veut dire longue vague. Donc en fait, c'est un cycle que traditionnellement on va décomposer en saisons, avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La première phase qu'on va appeler printemps-été, un petit peu comme avec les collections de vêtements, consiste en une hausse des investissements et une forte production qui vont conduire peu à peu à une hausse des taux d'intérêt. Ensuite, on va amorcer une phase qu'on appelle automne-hiver, et là, les excès de la production et la hausse progressive des taux d'intérêt qu'il y a eu en fin de phase précédente vont ralentir le cycle d'investissement, vont ralentir la consommation et vont ralentir l'inflation qui allait avec la phase été, puisque progressivement la progression de la production entraînait une hausse des prix. L'économiste Schumpeter lit ces cycles longs avec l'apparition de grappes d'innovation, et pour lui, ces innovations, c'est un pléonasme, vont finalement détruire certains pans de l'économie pour en recréer de nouveaux une fois que les pans de l'économie qui venaient de technologies désormais obsolètes auront été purgés. Par exemple, on peut penser que l'automobile a effectivement détruit un certain nombre d'emplois au départ, mais pour ensuite préparer le terreau pour une nouvelle phase de croissance très importante. Et on pourrait par exemple penser qu'aujourd'hui l'informatique et la digitalisation détruit effectivement un certain nombre d'emplois parce que on peut faire des choses de manière automatique et beaucoup plus vite, donc ça va effectivement détruire de l'emploi, mais à terme, et je pense d'ailleurs assez rapidement, ça devrait créer une nouvelle vague d'innovation et d'expansion assez longue en fait. Et donc on rentrerait effectivement dans une nouvelle, un printemps ou un été de Kondratiev. Voilà. Donc là sur ce graphique, on voit le niveau des marchés US caractérisé par le S&P 500, et on voit bien la fluctuation, les cycles identifiés en bas, la fluctuation des taux d'intérêt et l'inflation ici. Et on voit bien que pendant les phases de hausse, on a globalement une inflation en hausse également, avec des taux d'intérêt qui baissent. Et une fois que les taux d'intérêt commencent à remonter, ça fait baisser l'inflation, et les cycles ont tendance à se retourner, ce qui se ressent également sur le cours des actions. Voilà, donc sur ce graphique, je voulais montrer un petit peu la corrélation entre le contexte économique et la performance des marchés financiers, la performance des actions, puisque là en fait on a la croissance aux États-Unis en bleu et la performance annuelle du S&P 500 en orange. Et on voit que lorsque la croissance baisse, je dis pas lorsqu'elle est négative, mais lorsqu'elle baisse, eh bien le S&P 500 a tendance à baisser également, et ça fonctionne également dans l'autre sens. Lorsque par exemple ici la croissance remonte, le S&P aura également tendance à remonter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, surtout aujourd'hui à l'ère où l'information circule très vite, a une fonction d'agrégateur des données, et dès lors qu'on a des prévisions qui vont dans le sens d'une reprise de la croissance, eh bien les marchés financiers vont avoir tendance à l'intégrer assez rapidement. C'est ce qu'on appelle en fait l'efficience des marchés. Alors en fait là, c'est pas tout à fait le cas. La réalité fait que les marchés sont pas non plus totalement efficients, mais ça reste quand même assez vrai, puisque dès que vous allez avoir des prévisions économiques de grands organismes tels que le FMI, la Banque centrale, la Banque mondiale, l'INSEE, etc., qui sortent et qui sont publiés, eh bien les marchés vont réagir parfois excessivement, mais assez rapidement. Voilà, donc maintenant j'aimerais revenir sur une question qui est la suivante. Est-ce qu'il vaut mieux rester investi tout le temps sur un marché, ou est-ce qu'il faut essayer de faire du market timing? Ce que nous dit JP Morgan Asset Management sur ce graphique,
c'est que ça peut être dangereux de vouloir faire du market timing. On le voit ici entre janvier 96 et décembre 2015. Eh bien, si on était resté 100% investi sur le S&P 500, on aurait un rendement annuel de 8,18%. En revanche, dès qu'on rate les 10 meilleurs jours, on passe à 4,49 en moyenne par an, et ainsi de suite. Plus on va rater les meilleurs jours, plus la performance va baisser, elle devient négative une fois qu'on rate les 30 meilleurs jours sur les 20 dernières années environ. Voilà. En revanche, ce que nous dit pas ce graphique, c'est ce qui se passe si on arrive à rater les pires journées. Je pense que ça pourrait également être intéressant. Donc moi personnellement, je pense que faire du market timing, c'est effectivement un jeu qui peut être dangereux, mais je pense également que ça peut en valoir le coup si on sait s'y prendre et si on utilise les bons outils. Ce qui est, effectivement n'est pas une chose facile, mais c'est pas une raison, encore une fois, pour ne pas le faire. Voilà. Donc maintenant, je voudrais aborder la question des cycles économiques et des classes d'actifs qui vont performer en fonction des différentes phases de ces cycles économiques. Donc j'ai mis entre guillemets une phrase que j'ai entendue en cours, je ne sais plus quel professeur m'avait dit ça, mais en gros c'était les obligations pour la crise, les actions pour la reprise. Et c'est effectivement ce que semble montrer cette illustration qui vient du fonds, enfin de la société de gestion Fidelity Investment, et qui montre qu'entre 1950 et 2010, en phase de reprise, donc early sur le graphe, les actions vont extrêmement bien performer, on est proche de 25% de rendement. En phase d'expansion, on est proche des 15%, donc ce qui s'appelle mid et qui apparaît en bleu sur ces histogrammes. En phase de crise, qu'on appelle ici late, c'est beaucoup moins intéressant avec un rendement proche de 5% pour les actions. Là, l'actif qui va le mieux performer dans cette phase-là, ça va être le cash, donc finalement soit le cash, soit les placements monétaires avec des placements à très court terme et très peu risqués. Et enfin, en phase de récession, c'est les obligations qui vont le mieux performer. On peut lier ça souvent, enfin selon moi, à la baisse des taux qui a lieu pendant les phases de récession et qui est faite par les banques centrales pour relancer l'économie. Et voilà, comme vous le savez sûrement, lorsque les taux baissent, le prix des obligations monte. Donc, comment on peut identifier ces différents cycles économiques? Alors, ce que nous enseignent généralement nos professeurs de finance, c'est que on va utiliser deux indicateurs qui sont la croissance et l'inflation, mais on ne va pas utiliser ces indicateurs de manière brute. On va regarder la variation de ces indicateurs. Donc, c'est pas seulement, voilà, on a une croissance de 8%, c'est bien. Non, on a une croissance de 8%, mais avant on avait 10, donc la croissance baisse. Et si la croissance baisse, on sera placé plutôt sur le bas de ce graphique-là. Idem pour l'inflation, lorsqu'elle monte, même si elle est très faible, on sera ici. Et à contrario, on sera ici lorsqu'elle baisse. Voilà. Et globalement, on va avoir 4 phases identifiées, donc comme sur les graphiques précédents. La phase de reprise qui sera ici avec une inflation en baisse et une croissance en hausse. Ensuite, une phase d'expansion où on va avoir une croissance toujours en hausse mais une inflation qui commence à monter. Pour progressivement arriver sur la phase de crise avec une croissance qui va s'atténuer, stagner, voire baisser, et une inflation qui va continuer à monter. Donc ça peut être assimilé à une phase d'euphorie. Et donc là on l'appelle crise. Et enfin on a une phase de récession où là on a à la fois une croissance en baisse et des prix en baisse, donc une inflation qui diminue. Enfin pas forcément, pardon, je me suis trompé, voilà, je me suis fait prendre au piège. C'est pas forcément des prix qui baissent, mais des prix qui augmentent moins vite avec une inflation qui diminue, mais qui peut toujours être positive. Et donc en fonction de ces différents cycles, on va privilégier certaines classes d'actifs. Donc en fait c'est un petit peu dans la continuité de ce que nous disait Fidelity et qui était illustré dans le schéma précédent qu'on a ici. Et bien en phase de reprise, il faut privilégier les actions. En phase d'expansion, les actions sont toujours intéressantes et on peut se concentrer sur des secteurs de l'industrie qui sont cycliques comme l'automobile, l'aéronautique, l'immobilier.
Ensuite, en phase de crise, il vaut mieux rester en cash et aller sur des placements monétaires en attendant que le crack se passe, on va dire. En phase de récession, il vaut mieux jouer les obligations pour profiter de la baisse des taux qui va faire monter le cours de ces obligations, pour ensuite revenir sur des actions et profiter pleinement de la reprise qui souvent se traduit par une hausse des cours de bourse assez significative. Donc pour illustrer ça, moi j'ai repris des données du S&P 500 et ainsi que des données de croissance et d'inflation aux États-Unis. Et donc là, bon, c'est pas forcément très lisible sur ce graphique, mais on voit en orange les performances de chaque année pour le S&P 500, la performance moyenne, et en bleu la variation de croissance d'une année sur l'autre, et en rouge la variation d'inflation. Donc bon, je vous mettrai le lien de la présentation PDF si vous voulez regarder ça en détail. Mais de manière plus générale, voilà, j'ai repris les 4 phases qu'on a ici et j'ai regardé la performance moyenne entre 1949 et 2016 du S&P 500. Et bon, on n'obtient pas les mêmes résultats en termes de rendement annuel moyen, mais ça semble quand même aller dans le même sens que ce que nous disait Fidelity. C'est-à-dire qu'en phase de reprise, c'est là que le S&P 500 a le mieux performé en moyenne avec 14,4% par an. En phase d'expansion, on est un petit peu moins intéressant, mais l'écart n'est pas si important que ça finalement avec la phase de reprise, on est à 13,65. Par contre, en phase de crise, on est à 3,46 et en récession à 2,84 pour les actions. Donc là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc maintenant, comment on peut trouver les données pour savoir où est-ce qu'on se situe un petit peu sur le cycle économique dans chaque pays. Alors, moi, ce que j'utilise le plus, c'est les données du Fonds monétaire international, le FMI, qui publie 2 fois par an, donc à peu près en avril et en octobre, ce qu'ils appellent le World Economic Outlook. Donc là, pour tous les pays quasiment du monde, on a des prévisions pour N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, enfin pour beaucoup d'années qui suivent en termes de beaucoup de choses. Mais moi, ce que je regarde, c'est surtout la croissance et l'inflation. Je précise que pour l'inflation, l'indicateur que je prends, c'est l'indice des prix à la consommation moyen. Et donc, je vais regarder sur les 2 ou 3 prochaines années quelle est la tendance pour les économistes du FMI pour essayer de placer les différents pays sur lesquels je m'interroge sur la possibilité d'investir dans cette espèce de vague du cycle économique. Voilà. Ensuite, pour trouver des données, vous pouvez également aller sur le site Trade Solutions de BNP Paribas dans la rubrique Explorer et ensuite le contexte économique. Donc, comme je le montre ici, ça va vous ouvrir une fenêtre pop-up avec la liste des pays pour lesquels les données sont disponibles. Alors, je précise que les données sur ce site viennent également du World Economic Outlook du FMI et elles ne sont pas toujours très à jour puisque par exemple à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le FMI a publié un World Economic Outlook en avril 2017. Par contre, lorsque vous allez sur BNP Trade Solutions, les prévisions qui figurent sur ce site proviennent du World Economic Outlook de octobre 2016. Donc parfois il y a un petit décalage. Donc soyez vigilants là-dessus. Il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Ce qui est intéressant par contre sur ce site, c'est l'interprétation et l'analyse du contexte en disant plus qualitative qui est faite par BNP. On a effectivement quelques mots sur le contexte politique, le contexte économique, les réformes en cours, et ça peut être utile pour aller un petit peu au-delà des tendances que semblent nous indiquer les prévisions du FMI. Ensuite, vous avez également les études économiques de COFAS. Donc COFAS va vous donner les prévisions pour l'année à venir, pas plus, mais vous avez également du contenu, on va dire, plus qualitatif que quantitatif, avec du texte et également voilà, des explications sur le contexte de chaque pays, ce qui peut également être intéressant. Ensuite, vous avez la Global Business Cycle Map de Moody's. Donc là, pour un certain nombre de pays, vous allez avoir une classification en 4 catégories, donc récession, reprise, recovery, expansion tout simplement, et at risk, ça veut dire
euphorie ou risque de crise. Donc ça correspond plutôt à la partie crise de notre cycle économique. Si vous prenez les données du FMI et que vous raisonnez en termes d'inflation-croissance, comme je vous l'expliquais juste avant, vous verrez que ça ne correspond pas tout à fait à la classification de Moody's. Donc c'est intéressant d'avoir une autre vision des choses pour éventuellement confirmer notre première analyse ou infirmer et dans ce cas nous forcer à creuser. Et lorsque vous cliquez sur un pays, vous allez avoir une petite bulle qui va s'ouvrir avec un petit commentaire, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Enfin, au-delà de cette position de chaque pays sur le cycle économique, il est important de regarder le niveau des marchés parce que parfois, effectivement, le pays peut être placé en phase de reprise, mais si le niveau des marchés est déjà très élevé, c'est pas forcément très intéressant d'investir. Voilà, donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je regarde souvent les indices MSCI. Donc MSCI, c'est un organisme très connu de finance et qui crée un certain nombre d'indices, et il y a des indices quasiment pour tous les pays, en tout cas tous les pays développés ou émergents. Donc vous allez sur Google, vous tapez MSCI plus le nom du pays, par exemple MSCI India ou MSCI Brésil, et si besoin vous précisez la devise, parce que des fois vous allez avoir l'indice dans la devise locale. Par exemple pour MSCI India tout court, le premier résultat de recherche ce sera en roupies, donc vous marquez MSCI India USD et vous aurez l'indice en dollars. Parfois ils existent aussi en euros, mais pas toujours. Voilà. Et ensuite dans la fiche indice, vous regardez dans la partie fondamentaux le niveau du ratio price earnings et du price earnings forward, c'est-à-dire en utilisant les prévisions de résultats et de bénéfices issus des consensus d'analystes pour l'année à venir. Donc en fonction du niveau de ces deux indicateurs, vous allez pouvoir avoir une idée du niveau de cherté des marchés. Donc là par exemple, je crois que j'avais pris l'exemple de l'Inde pour cette illustration. C'est plutôt élevé. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio price earnings, le PER, c'est un outil qui est couramment utilisé parce qu'il est simple, mais il est imparfait et il ne tient pas toujours compte de la cyclicité de l'économie et des fluctuations. Et donc, pour compenser ça, on peut utiliser un autre ratio qui est dérivé du PER, qui est le Shiller Price Earnings. Shiller parce que c'est Robert Shiller, l'universitaire américain qui l'a, on va dire, inventé. Qu'on appelle également le CAPE pour Cyclically Adjusted Price Earnings. Donc en fait il s'agit d'un PER calculé à partir des bénéfices moyens sur les 10 dernières années et également ajusté de l'inflation, ce qui permet effectivement d'intégrer la cyclicité de l'économie dans cet indicateur, et donc ça peut être plus pertinent de l'utiliser. Alors Robert Shiller, qui l'a inventé, le publie sur son site pour les États-Unis, mais vous pouvez également le trouver pour un certain nombre de pays sur le site de la société de gestion Star Capital, qui est une société allemande. Donc je vous ai mis le lien juste ici. Vous allez vous retrouver sur une carte du monde avec des couleurs. Donc on en voit un petit bout ici. Quand c'est rouge, c'est que le CAPE est élevé. Quand c'est bleu, c'est qu'il est bas par rapport à la moyenne historique. Voilà, ce que je vous invite à faire également, c'est à lire l'article de recherche qui a été publié par cette société de gestion, qui explique un peu les résultats qu'on peut obtenir en se basant sur cet indicateur. Donc c'est pas un indicateur parfait, encore une fois il n'y a pas de martingale, mais c'est intéressant de lire cet article qui est en anglais par contre, mais bon, je pense que maintenant beaucoup de gens parlent anglais, donc ça posera pas forcément de problème, et ça vous permettra de comprendre pourquoi cet indicateur est intéressant, pour savoir si c'est le moment opportun ou pas d'investir sur une zone géographique donnée. Voilà. Donc pour finir, j'aimerais donner donc un exemple de stratégie qui vient un petit peu de tous ces outils-là. Donc, et c'est quelque chose que moi je mets en place depuis, on va dire, le début de l'année 2017. Donc pour l'instant, selon les pays, j'ai des résultats qui sont très bons et pour d'autres un peu moins bons, parce que les prévisions du FMI notamment sont pas toujours réalisées. Parfois il y a un petit peu de décalage, mais
voilà, c'est une stratégie que moi j'utilise. Je pense qu'il faut plus de recul que 6 à 8 mois pour juger. Donc voilà, je vous tiendrai bien évidemment au courant des résultats sur le blog Gérer ses finances. Donc cette stratégie, en fait, elle consiste à cibler des pays qui sont ou qui vont entrer dans l'année en cours ou l'année à venir dans une phase de reprise. Donc pour ça, on utilise des prévisions de croissance et d'inflation et on va en gros shortlister certains pays en fonction de ça. Par exemple, vous voyez en bas dans l'illustration, donc là j'ai une liste des pays que j'ai volontairement masqué pour pas vous induire en erreur et pas vous donner d'indications que vous seriez tenté de suivre aveuglément. Donc là voilà, j'ai pour chaque pays en 2017 fait un filtre pour savoir dans quelle phase on était parmi reprise, expansion, crise et récession. Idem pour 2018. Et là, grâce au filtre de Excel, tout simplement, j'arrive à savoir quels pays, selon les prévisions, seront en reprise pour 2017 et pour 2018. Et du coup, après, dans les pays qui vont me rester, bon, il y en a qui sont parfois c'est des pays un petit peu, on va dire, exotiques, où il n'y a pas forcément de possibilité d'investir en bourse, en tout cas de manière automatisée via des ETF. Donc ceux-là, je les écarte assez rapidement. Si je vous sors des pays comme le Mozambique, le Zimbabwe, etc. Enfin, c'est des pays qu'on appelle, qui sont même pas des pays émergents. Donc moi, je les écarte. Après, dès que par contre on arrive sur des pays émergents ou développés, style Argentine, Inde, Brésil, Colombie, ou des pays développés comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, là, je vais chercher des indices. Donc souvent j'utilise les indices MSCI. Je vais chercher un tracker qui existe sur cet indice et je vais investir sur ces marchés là. Alors avant de prendre ma décision, donc j'essaye de faire le tri pour savoir quels sont les pays qui vont entrer ou sont en phase de reprise. Je le combine au CAPE pour privilégier vraiment des pays sur lesquels le CAPE est plutôt faible, donc généralement inférieur à 16. Voilà, et ensuite, à chaque fois que le FMI va publier de nouvelles prévisions mises à jour dans le World Economic Outlook, je vais ajuster ma stratégie. Si par exemple en avril, le World Economic Outlook m'indiquait que, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, la France entrait dans une phase de reprise, je vais adapter ma stratégie à ce moment-là. Si par exemple, si ensuite en octobre, les prévisions mises à jour disent que c'est pas le cas et qu'en fait on arrive plutôt en fin de cycle et que la crise va arriver, là je vais arbitrer dans mon portefeuille, je vais vendre mon indice français, même si j'aurais perdu de l'argent, et je vais le placer sur un autre pays où les prévisions m'indiquent de meilleures perspectives. Voilà. Alors la seule chose difficile finalement dans cette stratégie, c'est de traiter des données, les chercher et se tenir informé des prévisions économiques. Après, moi je pense que c'est une stratégie intéressante parce que du coup ça va nous permettre de rentrer dans des pays en phase de reprise, profiter de la hausse, sortir et aller dans d'autres pays pour reprofiter à nouveau de la phase de reprise. Ça permet aussi d'avoir un portefeuille qui géographiquement est diversifié et c'est pour ça que moi j'ai décidé de mettre en œuvre cette stratégie. Voilà, donc comme je disais, je vous tiendrai au courant des résultats que celle-ci me procure. En attendant, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des remarques négatives ou positives, dans la mesure où c'est constructif, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez que je développe un point, je vous invite également à me le dire dans les commentaires. Voilà. Si vous avez aimé cette petite présentation, vous pouvez me laisser un like et éventuellement vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt.